Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Comment conjuguer tradition et modernité pour un pratiquant bouddhiste? Comment relier les enseignements ancestraux du Bouddha au monde d'aujourd'hui et agir pour la cessation de la souffrance envers tout ce qui nous entoure? C'est ce dont nous allons parler ce matin avec notre invité en évoquant son parcours et sa propre expérience. Enseignant du Dharma dans la tradition zen, Éric Romeluère a fondé un refuge non loin du Mans, un lieu de résilience au plus près de la nature où la pratique de la méditation se conjugue chaque jour aux gestes écologiques radicaux. C'est un lieu unique qui vise l'autonomie énergétique et alimentaire et qui est destiné à durer pour les générations futures. Nous avons donc la grande joie de rejoindre Éric Romeluère. Bonjour Éric. Bonjour Sandrine. Alors vous êtes donc enseignant dans la tradition zen, vous êtes bouddhiste engagé, à l'origine d'organisations bouddhistes qui œuvrent pour le changement social. Vous êtes aussi écrivain, auteur de plusieurs essais sur les enseignements du Bouddha. Et puis donc, depuis 5 ans, vous êtes investi dans un lieu, le refuge du Plessis, qui est pour vous la suite logique de votre itinéraire de bouddhiste engagé. Vous allez nous dire pourquoi. Merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le bouddhisme engagé? Pour faire simple, on pourrait dire que le bouddhisme engagé, c'est un bouddhisme qui pense la souffrance d'une manière sociale, voire même politique. C'est-à-dire que le bouddhisme, dans ses formes traditionnelles, met au cœur de son enseignement la question de la souffrance, comment la résoudre et s'intéresser à ses mécanismes, à la fois intra-individuel, c'est-à-dire comment naît en nous l'expérience de la souffrance, mais également dans une dimension inter-individuelle entre plusieurs individus. La spécificité du bouddhisme engagé, c'est de penser qu'une société, par ses dysfonctionnements, par ses idéologies, peut engendrer de la souffrance et que un bouddhiste doit aussi prendre en compte toutes ces dimensions. Alors vous qui venez de la tradition zen, quel est le cheminement que vous avez fait pour en arriver au bouddhisme engagé? C'est une longue histoire, puisque j'ai commencé, j'avais 17 ans, la pratique du bouddhisme, et ça a toujours été dans la tradition du Zen Soto. J'ai reçu l'ordination de moine de maître Taisen Deshimaru, et j'ai suivi un enseignement que je qualifierais de très traditionnel, notamment avec un maître qui s'appelle Ryotan Tokuda. Et dans cette tradition du Zen Soto, surtout dans sa dimension moderne, il y a 2 activités principales qui sont à la fois la pratique de la méditation et l'étude aussi, l'étude des œuvres des anciens patriarches, etc. Et je trouve que ce chemin a une véritable validité et une profondeur réelle. Et c'est le chemin que moi j'ai choisi. Et depuis toutes ces années, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. En même temps, j'ai toujours senti que ce chemin, qui est en fait le chemin du moine, ne s'adresse pas à tout le monde. Et qu'on avait besoin aussi de trouver, on pourrait dire, d'autres perspectives, d'autres discours, d'autres méthodes pour aboutir finalement à un changement, puisque le principe même du bouddhisme, c'est de révéler et de changer certains de nos mécanismes. Et c'est tout ça qui m'a entraîné à découvrir peut-être d'autres choses, d'autres perspectives. Alors justement, vous avez même écrit sur le bouddhisme engagé, ce qui vous a poussé probablement à enquêter, à travailler sur ce thème, et ça vous a passionné au point que vous dites que ce livre vous a changé. Oui, donc j'ai écrit un livre en 2013, je crois, qui s'appelle « Le bouddhisme engagé », qui était aussi une sorte d'aboutissement, déjà un premier aboutissement, puisque depuis de nombreuses années, j'étais engagé à la découverte. Je ne faisais pas tellement de choses, mais j'étais plutôt à l'écoute de ce qu'il se faisait ailleurs. J'ai notamment participé à des retraites de méditation avec Bernie Glassman, un enseignant américain à Auschwitz, en 1996 et 1998. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était de voir quelqu'un qui avait un parcours très traditionnel et qui emmenait ses disciples vers quelque chose de totalement haut, totalement d'inconnu, et toujours à la clé dans l'optique du changement. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'émeuvait complètement. Et à un moment, donc, j'ai voulu écrire ce livre qui était à la fois un panorama des
des mouvements bouddhistes engagés, un panorama aussi du monde actuel dans sa dimension sociale, économique, écologique, et puis donner quelques pistes de réflexion pour un changement social. Et en l'écrivant, vraiment quelque chose s'est vraiment passé. C'est-à-dire que je disais c'était un aboutissement et en même temps c'est un commencement. Il y a vraiment une rupture. Et donc à partir de ce moment-là, c'était plus simplement de l'intérêt, on pourrait dire simple, mais qu'il fallait vraiment faire des choses. Dans quelle direction, justement, vous vous êtes engagé? Alors, il y a eu plusieurs choses. Tout d'abord, il y a eu l'expérience des aumôneries bouddhistes en milieu carcéral. Ça a été une expérience de plusieurs années où il fallait partir de rien, quoi, et de créer des aumôneries, à la fois de comprendre le fonctionnement, comprendre l'extrême violence de ce système dans lequel vivent des gens, et de comment faire pour leur apporter aussi un soutien. Donc ça a duré quelques années, ça a été une très très belle expérience avec l'administration, qui souvent on n'en parle pas beaucoup, mais qui était vraiment facilitante et aidante, avec des détenus, avec aussi des formateurs. J'ai beaucoup été aidé par la Fédération protestante. Et voilà, ça, pour moi, c'est une expérience formidable d'apporter un réel soutien à des gens qu'on ostracise, mais même s'ils ont commis des crimes et des délits, le but de notre société, c'est de les réhabiliter et de les restaurer dans leur dignité, dans leur être. Voilà. On n'aura pas le temps de développer tous les engagements que vous avez eus jusqu'à présent, mais simplement peut-être évoquer celui de l'alimentation. Quels sont vos choix? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vecteurs et je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de changement, l'alimentation est vraiment quelque chose de fondamental. Nous mangeons tous les jours. Et la question, c'est qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous mangeons? Et donc, j'ai toujours été végétarien, mais avec ce livre que j'ai écrit, Le bouddhisme engagé, j'ai vraiment pris conscience aussi de l'exploitation animale et je suis devenu ce qu'on appelle aujourd'hui vegan, c'est-à-dire je ne mange pas de produits animaux, et vraiment de sensibiliser des personnes à changer leur alimentation, c'est un beau chemin, particulièrement dans la tradition zen, où on place vraiment l'alimentation, les repas, comme une voie d'éveil. Et donc de redécouvrir aussi la cuisine bouddhiste, qui est une cuisine vraiment saine, au sens où aucun animal n'est tué. Voilà. Alors, venons-en à l'aboutissement de votre parcours. Le refuge du Plessis, c'est donc un lieu que vous contribuez à restaurer, à édifier un peu chaque jour depuis 5 ans. Quelle est sa raison d'être? Alors, ce lieu, c'est à la fois un lieu de pratique bouddhiste, mais ça se veut aussi un lieu de résilience pour les générations futures. Et moi, ma raison d'être secrète, c'est de me dire, je serais très content que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans peut-être, qu'il y ait des gens qui disent « Ah ouais, on est bien ici », quelles que soient les circonstances extérieures. Ça, c'est ma raison d'être personnelle. Alors, comment faites-vous justement un engagement écologique de ce lieu? Alors, il y a la dimension bouddhiste, mais il y a la dimension écologique. J'ai la chance d'être dans des espaces de campagne très protégés. J'ai découvert très récemment, en fait, que je suis dans une sorte d'isolat de terrain où il y a vraiment une faune, une flore très riche. Et le but, c'est de la protéger autant que faire se peut. Donc, il y a des corps de bâtiments qui ont longue histoire, 5 siècles. Et vraiment, l'idée, c'est de tout rebâtir en évitant tous les matériaux aujourd'hui nocifs et qui endommagent la nature. Donc, une de mes obsessions, même si un bouddhiste ne devrait pas avoir d'obsession, mais une de mes obsessions, c'est le plastique. Le plastique est omniprésent. Alors, on ne peut pas y échapper, c'est un combat de longue haleine, mais de tout faire pour diminuer notre consommation de plastique. Bon, ça, c'est un aspect, mais il y a plein d'autres choses pour la résilience. Oui, justement, plein d'autres choses. Vous parlez d'une autonomie que vous cherchez à avoir peut-être au niveau à la fois alimentaire et énergétique. Oui, c'est à la fois de créer un lieu de vie qui peut perdurer sans avoir besoin d'autre chose que lui-même pour 10 ans, 20 ans, et que derrière, nécessairement, il y a une recherche d'autonomie
alimentaire, notamment. Donc, nous faisons de la permaculture. Autonomie énergétique, pour l'instant, elle n'est pas mise en place, mais j'essaye de faire je voudrais faire de l'hydroélectricité, puisque nous avons la chance d'avoir sur la propriété un moulin avec une chute d'eau de 5 mètres. Donc, nous pouvons faire de l'électricité non nucléaire. Oui. Et au niveau aussi de la pédoépuration? Ça veut dire l'épuration par les sols. Au début, j'étais sur la phytoépuration, par les plantes, mais je trouvais qu'il y avait encore un peu trop de plastique. Donc la pédoépuration, c'est simplement, alors ça doit être combiné avec des toilettes sèches, mais c'est les eaux usées qui se déversent dans des tranchées remplies de broyats de bois. Bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, ça coûte pas cher, c'est très facile à faire, et c'est à la portée de tout le monde, et c'est pérenne. Voilà, c'est merveilleux. Quel est le mode de fonctionnement du refuge au quotidien? Alors, de l'autre côté, c'est un aspect, on pourrait dire, bouddhiste. C'est je vis de la manière dont j'ai toujours entendu mes maîtres parler, c'est celle d'un temple bouddhiste. Et donc, notre journée, elle est organisée autour de 4 activités, qui sont méditer, bien sûr, manger, donc très important, donc aussi vraiment une sensibilité à l'alimentation, travailler, puisqu'il y a aussi une tradition dans le bouddhisme zen de l'autonomie. Donc, il y a cette fameuse phrase d'un maître zen chinois qui était « un jour sans travail, un jour sans manger ». Donc, le zen a cette tradition de l'autosuffisance. Et la 4e activité, c'est dormir. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et ça nous occupe bien 24 heures. Voilà. Pour conclure, Éric Romeluère, est-ce que ce lieu qui est probablement unique, en tout cas en France, est pour vous un lieu qui doit servir d'exemple, de modèle? Oui, alors il y a sûrement d'autres lieux. Je pense par exemple à la ferme Kibo de Cannes-Cuotanier en Alsace. Donc plein de gens vont vers de nouvelles initiatives. Effectivement, nous avons un point de vue peut-être assez radical sur le mode d'action. Et en tout cas, il y a vraiment une valeur d'exemple. Tout le monde ne fera pas, ne copiera pas ou ne fera pas la même chose dans tel ou tel autre lieu. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de montrer que le changement est possible immédiatement. Et il suffit de la bonne volonté, un peu de savoir-faire et de travailler un peu avec les mains. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci infiniment, Éric Romeluère. Et puis, bonne vie, longue vie au refuge du Plessis. Et vous êtes la bienvenue, comme tous nos téléspectateurs, puisque les portes du Dharma, normalement, sont au nombre de 84 000 pour l'ensemble de tous les êtres. Merci. Avant de nous quitter, je vous propose quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Le bouddhisme engagé de notre invité Éric Romeluère au Seuil. C'est le livre dont nous parlions en début d'émission qui a changé l'auteur et peut-être aussi de nombreux lecteurs. Et présenté ici la voie du bouddhisme social, humaniste et non violent, tel que l'ont développé Thich Nhat Hanh et aujourd'hui le Dalai Lama. Ce livre démontre comment aujourd'hui la pratique bouddhiste peut s'engager concrètement au service de la justice sociale et de la protection de la planète. Se soucier du monde, 3 méditations sur le bouddhisme et la morale, également d'Éric Romeluère, édition Almora. La signification profonde de l'acte juste est ici analysée depuis sa source dans les textes canoniques jusqu'à ses manifestations nécessaires à notre vie quotidienne. Et puis L'art de la paix de Bernie Glassman chez Albin Michel. À travers son expérience et sa volonté d'agir pour la réconciliation, l'auteur, enseignant bouddhiste engagé, explique combien faire la paix avec soi-même et avec les autres est la clé de notre vie en société. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.